Bonjour à toutes, bonjour à tous. Récemment, j'ai passé plusieurs semaines en Antarctique. C'est dans le cadre de la recherche que j'effectue au Centre de recherche nucléaire à Mol, en Belgique. Et c'était une expérience unique, vraiment exceptionnelle. L'Antarctique est un environnement extrême, comme l'espace, auquel les astronautes sont exposés. Les températures en Antarctique peuvent tomber jusqu'à moins 90 degrés Celsius et les vents peuvent aller et souffler jusqu'à 240 km/h. L'Antarctique est un environnement extrême où les gens peuvent être isolés et confinés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cela peut avoir un impact sur la santé mentale et la santé physique de ces personnes. L'Antarctique est une plateforme qui permet d'étudier et de préparer les futures missions spatiales vers la Lune et vers Mars. Lorsque j'y ai été, j'ai pu effectuer différents types de recherches, des recherches sur le système immunitaire, sur la manière dont le corps se protège et se défend contre ce type d'environnement extrême et dont la manière dont le corps réagit face à cet environnement extrême. La station Princesse Elisabeth, la station belge Princesse Elisabeth, est une station qui ressemble en fait à un vaisseau spatial, comme vous pouvez le constater, et c'est la seule station en Antarctique qui est une station zéro émission, c'est-à-dire que toute l'énergie est produite par les 9 éoliennes et par les 200 panneaux solaires. C'est une station vraiment unique au monde. Cette période est extrêmement intéressante concernant l'exploration spatiale humaine, car les agences spatiales internationales se sont accordées afin de réellement déterminer une stratégie commune et qui vise à non seulement retourner sur la Lune, comme dans le cadre du programme Apollo, de la fin des années 60, début des années 70, retourner sur la Lune et y avoir une présence permanente. Et c'est ce qu'on appelle le programme Artemis. Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Donc le nom n'a pas été choisi au hasard. Et il vise réellement à retourner sur la Lune et y rester. Et ce sera vraisemblablement la première femme qui ira sur la Lune et qui y restera pour une période définie. Cette première étape, le programme Artemis, est un grand challenge international et donc qui vise en 2025 à retourner sur la Lune. Et puis la prochaine étape, ce sera d'aller sur Mars et d'y développer aussi une station permanente. Et ce sera dans les années, on espère, 2035-2040. Sur la Terre, nous sommes relativement protégés des rayonnements, car le stress numéro 1 pour ces missions vers la Lune et vers Mars, la pierre d'achoppement et la limite, en fait, ce sont réellement les radiations. C'est ma spécialité. Sur la Terre, nous sommes vraiment protégés par notre atmosphère, nous sommes protégés par notre magnétosphère qui, en fait, arrête 99,9% des rayonnements cosmiques et des rayonnements galactiques. Les rayonnements et les radiations, elles font partie de nous. Nous sommes tous radioactifs et tout être vivant est radioactif. Les radiations sont venues et sont présentes depuis le Big Bang et sont présentes dans toutes les parties des planètes et de notre planète Terre. Lors des missions futures vers la Lune, vous voyez ici une expression d'un village lunaire. Ce village lunaire sera notre tremplin, de manière à pouvoir tester différents types d'équipements, d'avoir des missions à moitié robotiques et à moitié humaines, de pouvoir effectuer de la recherche scientifique et de tester tout ce qu'il faut tester, les protocoles, les matériaux, les équipements, en vue de pouvoir y rester de manière permanente. Mars est l'étape suivante.
Mars, c'est un voyage interplanétaire et c'est ce qu'on appelle un voyage dans l'espace profond. Les radiations y seront beaucoup plus présentes et seront beaucoup plus néfastes. Nous parlons de différents types de radiations qui sont des radiations qui nous viennent des galaxies, du cosmos et aussi du Soleil. Mars ressemble très fort à la planète Terre. Mars a été autrefois beaucoup plus chaude, a contenu beaucoup plus d'eau, possédait aussi une atmosphère, et c'est l'endroit où nous espérons trouver les premières traces de la vie. C'est aussi la prochaine étape de l'exploration humaine spatiale. Pour l'instant, la plupart des scientifiques, comme moi, effectuent de la recherche dans la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à 300-400 km d'altitude. Et à l'intérieur de cette station, beaucoup de recherches s'effectuent, et notamment mon laboratoire étudie l'impact d'un séjour de 6 mois à 1 an d'astronautes et l'impact sur la santé et comment les cellules de ces astronautes en fait réparent les dommages induits par les rayonnements cosmiques. Le taux de radiation dans la Station spatiale internationale est environ 150 à 200 fois plus important que sur Terre. Dans la Station spatiale internationale, nous testons aussi différents types de cellules que nous envoyons, des cellules humaines, comme des cellules de peau, des cellules de cœur, et aussi de petits organismes comme les rotifères. Et grâce à une très belle collaboration avec l'Université de Namur, eh bien, nous avons envoyé 2 fois les rotifères dans la Station spatiale internationale. Ces rotifères, en fait, sont extrêmement intéressants car ils sont résistants aux radiations. C'est ce qu'on appelle radiorésistants. Et ils nous apprennent quels sont les mécanismes qui ont été développés par ces organismes pour faire face aux radiations. Ces études sont très importantes en vue de développer éventuellement de nouvelles méthodes pour préparer et protéger les astronautes de demain, mais également les patients qui doivent subir de la radiothérapie. Si nous regardons au niveau de l'espace profond et lors de voyages interplanétaires, eh bien, il y a 3 types majeurs de rayonnement, qu'on appelle d'abord le vent solaire, qui est un flux de rayonnement à faible intensité et de faible énergie qui ne pose pas trop de problèmes pour nous les chercheurs, puisqu'en fait ce vent solaire est arrêté par le vaisseau spatial, par la paroi du vaisseau spatial et ne pénètre pas à l'intérieur du vaisseau. Par contre, lors d'éruptions solaires, eh bien, il y a un flux intermittent qui peut durer 1 jour à 2 jours, et qui est un flux de particules extrêmement énergétiques et qui donc vont traverser la paroi du vaisseau solaire, du vaisseau spatial et pénétrer à l'intérieur du vaisseau. Lors de ces éruptions solaires, en fait, les astronautes doivent vraiment aller se protéger dans les parties les plus protectrices, au niveau les plus blindées de la Station spatiale internationale. Le gros problème, et où la recherche est absolument nécessaire, non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre, ce sont les rayonnements cosmiques galactiques, qui sont des particules de très forte énergie qui vont transpercer le vaisseau spatial, qui vont transpercer aussi le corps des astronautes et qui vont induire toute une série d'effets néfastes, casser notamment l'ADN, le matériel génétique des cellules de l'astronaute. Donc de la recherche est absolument nécessaire de manière à comprendre et à arrêter ces rayonnements cosmiques galactiques. Elle est aussi nécessaire, cette recherche, sur Terre, puisque ces rayonnements cosmiques galactiques, en fait, contiennent notamment des particules alpha, ou des protons, ou des ions lourds. Et toutes ces particules, en fait, sont extrêmement intéressantes sur Terre pour développer des thérapies de demain de manière à pouvoir traiter encore mieux le cancer ou d'autres types de pathologies.
Lorsque vous regardez une cellule sous le microscope, comme ici, vous voyez des cellules normales où le noyau n'est pas endommagé. Et puis vous voyez aussi ce qui se passe lorsqu'une cellule subit un traitement radiothérapeutique. Vous voyez chaque point dans le noyau qui correspond à un endroit, à un site où il y a du dommage au niveau du matériel génétique. Vous pouvez comprendre très facilement que lorsqu'on utilise et qu'on bombarde les cellules avec des rayonnements cosmiques du type ion fer, eh bien, les dommages sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus étendus et beaucoup plus difficiles pour la cellule à réparer. Ils vont prendre beaucoup plus de temps avec le risque d'induire une mauvaise réparation et une induction de mutation qui va pouvoir éventuellement par après dégénérer en maladie ou en pathologie. Alors il est très important en fait de développer différents mécanismes qui permettent de contribuer à augmenter la radiorésistance de nos patients, de manière à protéger encore mieux le tissu sain, de manière à cibler encore mieux la tumeur et ne pas toucher le reste du corps, mais de manière aussi à mieux blinder le corps du patient qui ne doit pas être soumis aux radiations, ou blinder le type de matériaux ou d'équipements ou éventuellement le personnel. Donc la première étape, c'est vraiment une étape de blindage physique. C'est de développer des matériaux qui vont arrêter un maximum les radiations et des types de radiations, comme je le mentionnais, des ions lourds ou des protons sur Terre pour nos patients, de manière à ne cibler que la tumeur et protéger le reste de l'environnement. La même chose pour les futures missions vers Mars, qui nécessiteront des blindages sophistiqués avec des matériaux qui permettront d'arrêter les radiations. Une autre méthode sur laquelle nous travaillons, c'est la sélection des astronautes, c'est-à-dire la médecine personnalisée des astronautes ou la médecine personnalisée des patients, de manière à pouvoir déterminer quel est le type de traitement idéal en fonction de la radiosensibilité intrinsèque de chaque patient. Chacun de nous a une sensibilité différente au rayonnement. Une personne peut devenir très rouge, par exemple, face au soleil, face au rayonnement solaire à l'extérieur pendant quelques minutes, alors qu'une autre personne ne va pas développer de rougeur de la peau. Lorsqu'on parle et lorsqu'une personne subit une radiothérapie, lorsqu'un patient est traité pour radiothérapie, pour un traitement contre le cancer, eh bien, il se peut qu'il soit très radiosensible et que le traitement conventionnel ne lui convienne pas nécessairement. Donc, très important de développer ce qu'on appelle des biomarqueurs. Ce sont des manières de pouvoir personnaliser la médecine de demain pour nos patients. Une autre méthode très importante aussi, c'est de pouvoir avoir des substances pharmaceutiques, des médicaments qui vont pouvoir booster la réparation et stimuler la réparation des dommages au niveau de l'ADN induits par les radiations. C'est ce qu'on appelle des radioprotecteurs. Et nous testons dans mon laboratoire toute une série de radioprotecteurs très très prometteurs qui permettront de protéger le patient tout en permettant de sensibiliser la tumeur au rayonnement. Donc la recherche spatiale et la recherche contre le cancer sont fortement semblables et évoluent en fait ensemble. La recherche contre le cancer a besoin de futurs développements innovateurs, notamment la protonthérapie, qui est disponible en Belgique depuis peu. Mais aussi la carbonthérapie, l'utilisation d'ions lourds permettra de cibler encore mieux les tumeurs. Et aussi l'utilisation de nouveaux radiopharmaceutiques, de nouveaux radioisotopes couplés à des vecteurs et qui vont permettre de pouvoir traiter de manière encore plus ciblée différents types de tumeurs qui ne sont pas opérables ou traitables au jour d'aujourd'hui. Très important aussi, c'est que les traitements contre le cancer sont de plus en plus efficaces et permettent d'augmenter la survie des patients. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir garder une qualité de vie idéale et donc de pouvoir protéger le reste du corps.
et une partie du corps qu'il est très important de pouvoir protéger lors d'un traitement contre le cancer, c'est le cœur et le système cardiovasculaire, ainsi que le cerveau et le système nerveux central. Donc les thérapies de demain et les thérapies que nous développons permettent de pouvoir axer, cibler encore mieux le cancer tout en protégeant le reste du corps. Au Centre de recherche nucléaire à Mol, nous possédons un outil exceptionnel qui s'appelle le BR2, le réacteur belge numéro 2. Ce réacteur belge produit chaque année des substances qui permettent de diagnostiquer des pathologies, des maladies, et notamment produit le molybdène 99M, qui est la source de technétium 99M, et qui va permettre de diagnostiquer jusqu'à 12 millions de patients par an. C'est un outil exceptionnel. Ce BR2 permet aussi de produire d'autres radioisotopes, comme le lutécium 177, qui est très prometteur dans le traitement contre le cancer de la prostate, mais également d'autres radioisotopes que nous testons afin de pouvoir les mettre par après à disposition des patients et de la clinique pour traiter contre différents types de cancers. Les radiopharmaceutiques, en fait, sont une combinaison des radioisotopes qui peuvent être produits, comme je l'ai mentionné dans le BR2. Ces radioisotopes sont couplés à un vecteur. Et ce vecteur va agir comme une clé par rapport à une serrure qui se trouve sur la cellule cancéreuse et va pouvoir donc se coller à la cellule cancéreuse et induire un dommage et tuer la cellule cancéreuse de manière tout à fait ciblée et spécifique. En conclusion, la recherche spatiale humaine ainsi que la recherche contre le cancer permettent de développer de nouvelles technologies innovantes, positives et prometteuses pour nos patients d'aujourd'hui et nos patients de demain. Et je vous remercie infiniment pour votre attention.